Bonjour tout le monde et bienvenue dans Configurer DOS ou DDoS. On va voir sur cette vidéo-là, bien sûr, comment peut-on configurer le DOS ou le DDoS sur notre FortiWeb. Et avant ça, bien sûr, on va continuer sur les signatures. Mais avant d'attaquer les labs, on va voir les attaques DOS et DDoS, comment ça fonctionne. Et aussi le fonctionnement de l'anti-défacement sur le FortiWeb. Alors, pour commencer avec les attaques DOS et DDoS, on a une machine euh, qui essaie d'accéder vers, euh, vers des serveurs. Alors, du coup, ça, c'est un accès normal. Imaginons que cette machine-là commence à envoyer plusieurs requêtes HTTP ou du ping ou autre en même temps, simultané. Imaginez que c'est 1000 requêtes par seconde ou par minute. C'est immense. Alors ça peut engendrer un traitement très supérieur à la normale pour un serveur ou pour plusieurs serveurs. Et là, ça peut engendrer un shutdown de la machine. Alors, ça c'est pour tout ce qui est DOS. Alors, pour le DDoS, on utilise des botnets ou des machines, si on veut dire, plusieurs machines qui sont dispersées dans le monde. Il y a des hackers qui louent ces machines-là. Et depuis ces machines-là, on commence aussi à envoyer des requêtes vers un serveur bien défini. Alors, imaginez que moi, j'ai derrière ici, j'ai que 100 machines, par exemple. Et ces 100 machines, ils sont en train d'envoyer, chaque machine, elle envoie 1000 requêtes par minute, par exemple. Alors ça fait des millions de requêtes qui sont envoyées par minute sur le serveur. Alors du coup, n'importe quel serveur va crash. Alors c'est pour ça que les attaques DOS et des DOS, il y en a plusieurs sur le marché. Et ils attaquent plus les applications. Et c'est pour ça que on trouve tout ce qui est de se protéger contre les attaques DOS et des DOS sur, euh, sur sur les WAF, pardon. Alors maintenant, passons pour le fonctionnement de l'anti-défacement. Alors l'anti-défacement, c'est quoi? Imaginez que vous avez un site web et vous avez des images sur ce site web. Alors du coup, le hacker, l'idée c'est que c'est pas de demander des rançons ou quoi que ce soit, c'est surtout de changer l'image de ce site-là et rendre, ben, bien sûr, mettre des, euh, des photos qui sont nuisibles au site et qui peuvent atteindre à l'image de l'entreprise. Alors c'est pour ça que on trouve des contenus qui a changé ou quoi que ce soit. Alors pour, euh, pour bloquer, si on veut dire, le défacement ou appliquer l'anti-défacement, alors FortiWeb, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un backup, oups, pardon, il fait un backup de tout ce qui est ASP, par exemple, ASP, JSP et HTML et autres. Et du coup, il fait le backup du tout le site, si on veut dire. C'est pas un dump de la base de données, mais juste un backup. Et il fait un check de ces fichiers. Alors à chaque fois, il part sur la base de données ou le dossier du site web et il fait le check de ces dossiers avec le checksum qu'il a fait la sauvegarde. Bon, il vérifie est-ce qu'ils ont été modifiés ou pas. Alors, si après, par exemple, si le FortiWeb détecte qu'il y a un changement. Il y a deux cas. Alors, utiliser le backup pour revenir, ou bien continuer ou accepte le changement. Alors, du coup, c'est l'administrateur qui va valider le changement ou bien autoriser ou laisser la modification telle qu'elle est, ou bien modifier ou bien appliquer le backup ou restaurer le backup qui a été fait par
FortiWeb. Alors maintenant, passons pour notre lab, pour continuer sur les signatures, ainsi de commencer sur tout ce qui est DOS et DDoS. Je vous dis à tout de suite sur notre lab. Maintenant, on va continuer sur la configuration des signatures. Et pour cela, ben, ça sera la signature manuellement, bon, créer la signature manuellement si on veut dire. Et pour ça, ben, on va partir sur Web Protection, Known Attack, Custom Signature, comme on a fait tout à l'heure, et Create New. Et sur Create New, ben, je vais mettre Manual Signature. J'ai oublié le I. Voilà. Et je valide. Et je vais créer une nouvelle. Alors, par rapport à cette dernière étape de créer des signatures, à part le cloning et les autres qu'on a vus tout à l'heure, euh, c'est la, c'est la solution ou c'est la signature la plus, si on veut dire, la plus complexe à créer. Euh, bon, maintenant, on a créé le groupe Manuel Signature et on va créer notre signature maintenant, pardon. Ça plus complexe à créer. Et, je vous conseille, bon, si vous êtes bien avancé, vous de l'utiliser, mais sinon, utilisez celui de Wizard. Elle est très bien faite. Alors, je vais mettre Custom One. Comme ça sera le nom de ma signature Custom One. Et je vais mettre Request. Je vais utiliser alerte. Bon, je laisse tout ça par défaut. Et le trigger, bon, comme je vous ai dit, c'est pas, on n'a pas encore configuré. Ben, je valide. Et après, je create new ici. Alors là, on va voir plusieurs cas, ou bien les targets, qu'est-ce qu'on veut attaquer. Alors, est-ce que ce sera cookies, ce soit les headers, ce soit le body, ce soit le HTTP méthode. Bon, ça dépend des attaques, quoi, si on veut dire. Alors, on va partir sur les cookies. Alors, on va mettre ça et ça. Et, oups, expression. Et l'expression, bon, on doit mettre une expression par rapport à la cookie. Et cette expression-là, comme je vous ai dit, ben, il faut se renseigner par rapport à la cookie qui va être utilisée. Euh, voilà, alors bien sûr, elle est invalide, celle-là. Et vous mettez ça et ça se crée. C'est pour ça que je vous ai dit, la custom signature, c'est un peu difficile si vous n'êtes pas, si on veut dire, développeur ou vous connaissez pas trop euh, tout ce qui est en relation avec le développement. Alors, il y a des informations qu'on ne peut pas, ou bien on aura des gens, besoin des gens spécialistes pour avoir ça. Alors maintenant qu'on a pu voir par rapport à tout ce qui est custom signature, on va passer pour voir plus le DOS. Et pour commencer par le DOS, il y a le HTTP Constraints. Et ce HTTP Constraints, il permet à se protéger contre le buffer overflow des attaques DOS. Alors, du coup, c'est parmi d'autres protections. Bon, il y a ici la protection DOS, mais on va voir au niveau de Web Protection, il y a cette possibilité de faire le HTTP Constraints. Et pour cela, on va partir sur protocole HTTP. Et sur HTTP Constraints, alors on peut par exemple rentrer sur Standard Protection. Et ici, on peut voir le contenu de l'HTTP. On peut dire par exemple, moi, on va, si on veut dire, cloner celle-là pour pouvoir la modifier. Alors, clone one et, euh, et après modifier celle-là et pouvoir modifier la taille du HTTP. Alors, la taille du header aussi, on peut la jouer, à modifier combien le HTTP
va être bloqué. La taille du fichier, par exemple. Moi, si j'ai un fichier plus de 100 mégas sur le contenu, ben, je ne vais pas accepter, quoi. Ou bien je fais soit alerte, soit je fais bloc carrément, ou bloc période pendant une période. Et je change la sévérité. Mais voilà, alors, ou bien le header, si je vois que je reçois un header qui est vraiment large, alors du coup, je peux jouer sur la taille du header aussi. Alors, maintenant qu'on a pu voir le HTTP Protocols Constraints, on va voir tout ce qui est input validation ou bien on valide la forme du HTML, pardon. Alors, pour cela, et on peut jouer sur ça aussi. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de détails. Et ça dépend de vous, qu'est-ce que vous voulez vérifier. Mais ça, c'est carrément, on joue sur les contenus du HTML. Et pour voir par rapport à ces configurations, on va partir sur input validation et parameter validation. Et sur parameter validation, je vais partir sur parameter validation rules et je vais créer une nouvelle. Ben, je vais mettre validation 1 et ici le post URL, c'est-à-dire la page sur laquelle je vais jouer. Alors login.php, pardon. Voilà. Et cette page .php, c'est l'action que je vais mettre s'il y a le paramétrage que j'ai configuré. Bon, je vais mettre juste alerte et je valide. Et là, je peux créer une nouvelle règle. Alors, sur cette nouvelle règle, je vais par exemple mettre. Alors, par exemple, prenons l'exemple si je mets username ici. Oups. Et je vais faire comme quoi la taille ne doit pas dépasser 30 caractères. Et le type, hein, c'est data type. Et je vais choisir sur un email. Sur l'email, ça va être, pardon, ça doit pas être, ça doit être email, le data type. Par exemple, comme quoi le username d'un utilisateur ne doit pas dépasser 30 caractères. Et je valide. Voilà. Et je peux créer autant que je veux, par exemple password, et je fais la taille à 20 par exemple. Data type, check. Ça doit être des strings, d'accord? Et que des strings, ok? Et ou bien que des chiffres, parce que ici sur le nom, je peux mettre phone, je peux le mettre 20 ou 10, par exemple, le nombre de chiffres de téléphone, et numbers, et je fais le check. Et comme ça, et il me permet de faire le check au niveau des quand il va trouver des champs, il va faire les checks par rapport à ça. Bon, ça c'est d'un côté. On peut partir sur le file security. Vous pouvez voir, il y a beaucoup d'options. Alors, sur le file security, je peux modifier celle-là, par exemple, ou juste la voir. Je peux créer une pour nous. Alors, create new. Et sur le fichier, je peux faire PDF et faire une action alert or deny. Security, bon, ce sera high. Et Trojan detection, scan. Voilà, je peux faire des scans, je valide. Et ici, je crée une nouvelle pour faire un check par rapport au fichier PDF. D'accord? Pas pour faire un check. Bon, j'ai raté ça. Non, je dois le modifier. Normalement, je dois passer pas cette roue-là. Mais par contre, de créer une nouvelle et mettre par exemple ici PDF, low file. Et je mets le fichier, la taille maximum du fichier et autres paramétrages que je peux configurer pour permettre à un fichier PDF d'être uploadé ou pas. Bon, c'était par rapport à tout ce qui est signature et autres.
Et on va passer sur les doses sur la prochaine vidéo. Restez connectés sur alphon.com. Merci, au revoir.